Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup de GraphViz, qui est donc un petit ensemble de logiciels qui permettent de dessiner des graphes donc avec du code et avec un langage qui s'appelle le Dot langage, ce qu'on va voir prochainement. Ça ne marche pas. Voilà. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement GraphViz, un petit peu ses librairies. Comment l'installer également sur vos machines. Ensuite, je vais vous parler du Dot langage, qui est le langage propre à GraphViz. Et ensuite, on parlera un peu plus en C. Donc, on verra qu'on peut faire du GraphViz en C. Donc, déjà, on verra dans un premier temps une approche qui peut être un peu simpliste sans se servir des librairies de GraphViz. Et dans un deuxième temps, juste après, comment se servir des librairies de GraphViz. En espérant qu'avec les serveurs d'ici ça marche, ou même sinon sur vos ordi ça devrait marcher sans souci. Donc, Gravis, en fait, c'est un ensemble d'outils qui est open source. Vous allez pouvoir, à la fin, par exemple, dessiner voilà, ce genre de graphe sous forme d'image à partir d'un langage qui s'appelle le Dot langage, qu'on verra. Donc, c'est un langage, c'est pas un langage de, enfin, c'est presque un langage de balisage. Vous allez, vous allez pouvoir écrire, en fait, on va dire enfin, voilà, vous allez décrire, en fait, à l'écrit des nœuds et montrer comment les relier. Ça offre une grande possibilité d'intégration. Donc, comme je vous dis en introduction, on peut se servir de Graviz en C, mais également on peut s'en servir dans des Makefile ou même en Python ou encore en C++, mais bon, ça on l'a pas encore vu. Vous pouvez après, bien sûr, personnaliser de manière assez simplement, tout simplement tout ce qui est la couleur, tout ce qui est le graphique, la forme, est-ce qu'il y a des flèches ou pas, le sens des flèches, la typographie, la taille, l'espace. Alors bien sûr, vu qu'on peut générer des images comme ça, on peut l'exporter également dans plein d'autres formats, comme enfin, d'autres formats d'images bien sûr, mais également en PDF ou en format intégrable sur le web, comme du JSON par exemple. Je ne sais pas si ça parle pour certains, mais c'est un format qui peut être lié sur le web également. Donc, comment l'installer? Alors, tout d'abord, on va commencer par Windows. Pour aller sur Windows, donc vous allez sur le centre de téléchargement de GraphViz. Donc, bon, c'est un lien, vous cliquerez, vous aurez le diapo à disposition, bien sûr. Et vu que ce qui est actuellement en train de se passer, c'est enregistré, vous pourrez revoir ce que je suis en train de vous présenter plus tard. Et tous les exemples de code également, vous pourrez les avoir sur ma page perso. Donc, normalement, ce soir ou demain, vous pourrez les avoir sur ma page perso. Voilà, donc vous téléchargez la bonne version correspondant à votre ordinateur. Bon, j'espère que pour tout le monde c'est 64 bits quand même maintenant. Vous ignorez les avertissements Windows parce que c'est un vieux logiciel quand même, donc il y a pas forcément tous les certificats. Il vous suffit de cliquer juste ici sur More Info et après vous pourrez exécuter. Vous aurez un bouton qui apparaît ici, c'est exécuter quand même. Ensuite, vous arrivez sur ce menu-là, bon, facile, hein, comme vous avez déjà pu installer des logiciels. Donc voilà, vous cliquez sur suivant pour continuer l'installation. Vous faites attention à bien mettre Gravis comme une variable d'environnement dans votre path. Donc normalement, ça se fait automatiquement, mais parfois ça peut ne pas se faire correctement. Donc là, vous allez devoir le faire manuellement pour ajouter en fait en variable d'environnement Gravis. Donc bon, là après, il y a plutôt de. Enfin, je ne l'ai pas montré ici, mais il y a quand même pas mal de docs, en tout cas pour le mettre en variable d'environnement. Et ensuite, donc, vous redémarrez votre ordinateur une fois que l'installation est terminée. Voilà. Donc là, assez simple. Sous Mac, cette fois-ci, alors sous Mac, vous avez besoin donc d'un petit utilitaire qui s'appelle Homebrew. Donc voilà, ça c'est la ligne de commande qui permet d'installer tout simplement Homebrew. Ensuite, vous pouvez installer Gravis directement avec la commande brew install Gravis. Et là, en fait, voilà, donc on s'affiche tout ça, ça installe toutes les dépendances nécessaires. Et après, voilà, normalement, vous pouvez juste redémarrer votre ordinateur et c'est installé. Autres commandes qui sont utiles avec l'utilitaire Homebrew, donc du coup, voilà, Brew Update pour le mettre à jour, Search Graphviz pour voir s'il n'est pas déjà installé sur votre machine. Par exemple, si vous avez déjà fait du développement pour installer divers modules, parfois ça peut être ajouté automatiquement Graphviz, puisqu'il y a d'autres logiciels qui s'en servent. Voilà, là, info Graphviz, bon, c'est pour savoir la version que vous avez sur votre ordinateur pour le mettre à jour. Après, voilà, vous l'installez comme je le remets. Et puis après, Cleanup, c'est pour nettoyer les fichiers résiduels d'installation. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Voilà. Donc sous Linux, alors plusieurs possibilités. Soit vous partez directement du code source,
Alors, le code source, il est téléchargeable sur le GitLab. Donc, du coup, ici, vous avez le lien, vous pourrez cliquer. Vous allez directement sur le GitLab de GraphViz. Vous pouvez, enfin, voilà, vous clonez la source. Et après, vous vous mettez dans le dossier que vous venez de télécharger. Vous exécutez le script autogène.sh qui va générer les scripts d'installation de GraphViz. ./configure, comme ça termine l'installation, ça permet de générer également les bonnes variables d'environnement. Et après, vous faites make et make install pour installer GraphViz sur votre ordinateur et également toutes les librairies associées, toutes les librairies, toutes les dépendances également associées. Ça, c'est une possibilité qui fonctionnerait sur n'importe quel système Linux. Sinon, après, si vous êtes sur Ubuntu, vous faites simplement la commande sudo apt get install GraphViz. Là, ça va vous l'installer directement, ça va vous l'ajouter où c'est nécessaire et ça va compiler les librairies partagées. Idem pour quand on est sous Fedora ou sous Debian. Sous Debian, ça va, c'est la même que Ubuntu, donc c'est voilà, facile. Sous Fedora, voilà, on se sert de Yum comme utilitaire pour l'installer, mais sinon, ça reste la même technique. Pas de questions pour le moment? Non? Bon. Voilà, alors maintenant, on va parler un peu plus en détail du langage Dot. Alors, c'est un langage de description des graphes, c'est-à-dire qui est assez puissant, dans le sens où vous n'allez pas pouvoir faire que ça, mais vous allez également pouvoir dessiner des organigrammes, des MCD par exemple, comme on a pu voir en base de données, mais également là, des schémas qu'on peut voir aussi en algo, mais voilà. On va voir ça tout à l'heure. C'est un format texte, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir et l'écrire avec n'importe quel éditeur de texte, c'est-à-dire même si vous le faites avec bloc-notes, ça marche très bien, ou j'édite d'ailleurs. Vous l'enregistrez simplement au format DOT ou au format GV. GV et GraphViz. Hein, bon. Et après, voilà, simplement, après, avec une ligne de commande, vous pouvez exporter ce fichier texte sous le format d'une image. Alors, il existe plusieurs moteurs de rendu donc pour générer plusieurs types d'images spécifiques. C'est-à-dire que là, par exemple, on se sert du format DOT, enfin du moteur de rendu DOT, mais par contre, si on avait pris Neato, bah, ça aurait fait une configuration différente. Mais je préfère vous présenter DOT aujourd'hui parce que les autres moteurs de rendu ne sont pas forcément super bien compatibles avec ce qu'on fait en C. Donc voilà. Et puis le moteur de rendu Dot, c'est celui qui est un peu le plus documenté, donc je pense que c'est le plus facile. Voilà. Donc quelques exemples. Alors, on peut faire soit des graphes non orientés, soit des graphes orientés. Donc par exemple, ici, on est sur le cas d'un graphe non orienté. Vous voyez, la syntaxe est vraiment très simple. Quand on est sur un graphe non orienté, on commence tout simplement par le mot graphe. Ensuite, on marque le nom du graphe, celui qu'on va retrouver dans le fichier. Après, voilà, accolade ouvrante, accolade fermante pour définir le graphe. Et on relie les nœuds entre eux. C'est-à-dire que chaque lettre ici va représenter un nœud. Et pour relier chaque nœud entre eux, en fait, on va se servir de deux tirets. Voilà. Donc là, simplement, on voit bien que A est relié à B et que B est relié à C. On voit bien que A est relié à B et B est relié à C. Et après, B est relié à D. Mais en fait, on aurait également pu faire la même chose, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire A relié à B, relié à D. En fait, ça aurait fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, on peut simplifier vraiment cette écriture. En ce qui concerne pour les graphes orientés, cette fois-ci, plutôt que d'avoir deux tirets, on met simplement un tiret et un crochet pour donc la flèche, en fait, tout simplement, qui indique la direction, donc A vers B et B vers C. Vous voyez, on a bien ça, et idem, hein, donc du coup, on voit bien de B vers D. On est sur le même modèle. Pareil, ici, alors, si on veut, parfois, quand on a des graphes qui sont un peu conséquents, que c'est voilà, un peu trop illisible de les mettre à la verticale, on peut simplement dire qu'on veut l'afficher de manière horizontale avec le petit mot-clé rankdir. Donc voilà, LR pour left to right. Voilà. Gauche à droite. Enfin voilà, donc ça c'est juste pour modifier l'orientation, mais sinon après le reste des commandes fonctionnent. Fonctionnent de la même manière en tout cas. On va continuer un peu plus, ça va être, on va rentrer dans d'autres définitions de ce langage. Alors ici, on va toujours rester sur un graphe orienté. Si cette fois-ci, on souhaite avoir plusieurs nœuds qui sont au même niveau, mais qui sont également tous deux reliés, donc là, en l'occurrence, tous les trois reliés à un nœud final et à un nœud initial, donc bien distinct, on peut séparer directement les nœuds via des virgules, tout simplement, ou alors les mettre dans une accolade, mais bien sûr aussi reliés par des virgules. Ça
ça revient, voilà, ça revient au même. C'est juste que parfois, on peut préférer de les mettre en accolade pour simplifier un peu la lecture quand on a des gros graphes affichés. Ensuite, on peut également modifier après la forme des nœuds. C'est-à-dire que là, on est sur des ronds, des ellipses. Là, on peut définir que les nœuds, avec le mot-clé node, seront des carrés. Mais bien sûr, il y a square, mais il y a également plein de formes. On va juste y venir après. Donc, node pour nœud, edge pour arête. Donc, il va définir les propriétés des arêtes. En l'occurrence, ici, on est sur un style qui est en pointillé. Voilà, et après, donc, du coup, on peut relier du coup, les différents nœuds donc, voilà, dans ce sens vertical ou horizontal, hein, si on avait mis d'ailleurs rendir égale LR. Voilà, voilà pour celui-ci. Pour ce dernier, on peut rajouter l'attribut label tout en haut qui va en fait indiquer le titre du graphe que vous allez pouvoir avoir sur l'image. Voilà, après vous avez la position donc, du titre du label. Donc T pour top en haut et sinon après c'est B pour bas, bottom. Bon, voilà. Mais sinon généralement c'est bas par défaut si vous ne le définissez pas avec T. Là, on définit par contre ici le type de nœud. Alors là, pour le coup, la forme du nœud, en fait, ça va être juste le texte, seulement le texte. Vous voyez, il n'y a plus du tout de forme associée. Donc voilà, là, on relie en fait 1, après à 2, à 3. Voilà, bon. Ça revient et ça répète un peu la même syntaxe. C'est une syntaxe qui est assez facile. Il faut juste connaître ces petits éléments de langage un petit peu qu'on peut modifier et qui peuvent après se juxtaposer autant qu'on veut, même on peut faire des sous-graphes également, voilà, ça peut être intéressant. Un exemple un peu plus détaillé, un peu plus fourni, on va reprendre l'exemple du début cette fois-ci. Donc là, vous avez un exemple, alors je le vois, on le voit très mal, mais je vous mettrai le lien du site de la documentation où ça nous indique les différentes formes possibles. Mais voilà un petit peu toutes les formes qu'il est possible de réaliser avec Graviz en termes de forme de nœud. Voilà, donc il y en a quand même c'est assez conséquent. Donc, voyez, c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que c'est varié dans le sens où on peut même faire, par exemple, des dossiers si on veut faire des organigrammes ou des hiérarchies de documents. Bon. Analysons un petit peu celui-ci en détail. Alors, là, ce qui est intéressant, en fait, on peut constater qu'on a déjà deux sous-graphes. On a deux sous-graphes ici. On les voit bien, hein, on a le sous-graphe qui est ici, donc le cluster 0 et le cluster 1. Cluster 0 qui est celui-ci, cluster 1 qui est celui-là. Voilà. Donc, en définissant ces sous-graphes, on définit des attributs qui seront propres aux nœuds qui seront dans ces sous-graphes. Donc, par exemple, là, on est sur un style, donc là, en l'occurrence, le contour. Contour, oui, pardon, là, on a un contour, avec une couleur à l'intérieur qui est un gris clair. Bon, voilà, on est d'accord. Et par contre, pour les nœuds, on définit, ce sont les mêmes attributs, on peut les définir, il suffit juste de les mettre entre crochets pour définir les attributs au niveau du nœud. Donc, avec un contour, mais par contre fond blanc, donc du coup, voilà, c'est ce qui passe. On voit que dans le sous-graphe, on a les nœuds A0, A1, A2, A3, ils sont bien présents, et donc du coup, ils sont bien reliés les uns ensemble. Et il suffit donc de bien sûr mettre après le titre du sous-graphe, process 1, donc du coup, qui se retrouve ici aussi. On fait de même pour le sous-graphe 2, enfin pour le deuxième sous-graphe, où là, pour le coup, pareil, on définit que les nœuds ont un contour, on relie les différents nœuds ensemble, les 0, B1, B2, B3, on met le titre hein, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, là, on met couleur bleue, pourquoi? Pour justement avoir le contour bleu. Voilà. En ce qui concerne, alors on va revenir à ça après. On définit deux nœuds supplémentaires, start et end. Donc du coup, on leur définit leur forme géométrique. Donc leur forme géométrique, voilà, shape égale. Là, vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez. En l'occurrence ici, on a M diamond et M square à la fin. Donc pour start, voilà, ça fait ces formes-là. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On définit d'abord ces nœuds. On peut les mettre à la fin, on peut les mettre au début. Ça ne change pas vraiment. L'ordre n'a pas vraiment d'importance, sauf dans certains cas particuliers, mais on ne va pas forcément venir parce que c'est très rare. Voilà. Ensuite, on relie les nœuds start, donc le nœud start à A0 et à B0. Donc,
Voilà ce qui se passe. Là, par contre, il est important de bien différencier les deux parce qu'on est dans deux sous-graphes différents. Si vous avez mis start A0, B0, en fait, enfin A0 aurait été relié à B0, donc là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas ce qu'on veut en tout cas. Ensuite, on relie les nœuds, enfin, on relie les autres flèches qui nous intéressent. Enfin, on relie les autres nœuds qui nous intéressent, mais qui sont reliés entre les sous-graphes directement. En l'occurrence, A1 vers B3, B2 vers A3, B2 vers A3, et du coup A0, A3 vers A0, on peut remonter comme ça. En ce qui concerne les deux dernières flèches, vous voyez, on peut également on peut également mettre des attributs pour les arêtes. Donc, par exemple, pour A3 à end, à la fin, on peut dire qu'on ne veut pas de flèche au bout. Voilà cet attribut pour définir qu'on ne veut pas de flèche au bout, et par contre une épaisseur de 5. Donc, assez épaisse. Il faut imaginer que l'unité ici, c'est des points. Donc, c'est des points par pouce, théoriquement. Voilà, c'est après, c'est un peu abstrait, mais bon, sauf que ça intéresse. Voilà, alors, donc, du coup, pour l'autre, pour B3 à N, pareil, là, ici, on le met en style pointillé et on fait de couleur à rouge. On définit aucune condition sur le style de sortie, le style d'extrémité, donc du coup, ça reste une flèche parce qu'on avait toujours le symbole, enfin, le fait que ce soit dirigé vers N, donc ça change pas. On peut également définir des arbres. Alors ça peut rappeler un peu ce qu'on peut faire en SVD. Pareil, on va revenir, on va voir un petit peu cet exemple un peu plus en détail. Donc là, en fait, on a plusieurs types de nœuds. Là, il faut imaginer que ce bloc de 3 est un nœud en lui-même, et pas justement une juxtaposition de 3 nœuds. Tout ça, c'est en fait un nœud, et après qu'on va relier. Mais un nœud séparé en 3 sous-espaces. Donc, on va commencer par la racine, du coup, le node 0, qui est juste tout en haut. Et en fait, on va créer des sous-nœuds fictifs dans ce nœud, qu'on va appeler F0, F1 et F2. En fait, pour juste dire que F0, F1, F2. À ce niveau-là, en fait, on peut marquer, là j'aurais très bien pu marquer quelque chose, hein, mais j'ai choisi de le laisser vide. Mais par exemple, je l'ai fait pour le milieu, on peut marquer le contenu du nœud juste après ce sous-nœud fictif. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, pour définir la racine, on met le slash, enfin, pour donc dire que c'est un slash, c'est la racine. Ça fait partie de certains caractères un peu spéciaux, parmi lesquels, un petit peu comme on fait en C, il faut mettre un slash devant pour que ça n'affiche qu'un seul. Donc on fait de même pour tous ces autres nœuds, c'est-à-dire qu'on définit chaque nœud comme étant un assemblage de 3 sous-nœuds fictifs, avec à chaque fois, en fait, donc là, à chaque fois au milieu, du coup, le nom qu'a le sous-nœud. C'est-à-dire que voilà, si je prends le nœud 8, en l'occurrence, c'est-à-dire celui-ci, bon, et ben, le sous-nœud fictif du milieu, il aura pour valeur H, et les deux autres sur les côtés n'auront aucune valeur, donc du coup, ils vont être vides, tout simplement. Ensuite, on peut passer aux arêtes, on peut les relier. Donc, pour les relier, c'est exactement la même de la même manière que ce qu'on faisait tout à l'heure, sauf qu'à la différence, on met cette fois-ci le nœud entre guillemets. Le nœud source et le nœud de destination. On le met entre guillemets. Juste 2 points pour spécifier de quelle partie du sous-nœud fictif on part. Donc en l'occurrence, on part de F2, donc on se termine, donc c'est F0, F1, F2, donc on part d'ici. Et on va au nœud 4, donc là, si on a un petit doute, au nœud 4, on voit bien que c'est B, donc là on est bon. Et on se met sous le premier sous-nœud fictif. Donc du coup, on voit bien que la flèche part d'ici et arrive juste là. Donc voilà, on a gagné. Et on fait en fait de même voilà, pour les autres nœuds. C'est exactement la même manière pour les relier. Par exemple, si je prends le nœud 2, ici, donc le nœud 2 c'est C, c'est la lettre C juste là. Là, lui, il a donc 2 flèches. Donc, par exemple, on va faire cette partie-là, c'est les 2 lignes qui concernent le nœud 2, donc F2 et F0. Donc en l'occurrence F0, F2 ici. Bon, on les relie au nœud 7 et 8, en l'occurrence 7 et 8, à leur première case, respectivement. Voilà, F0. À leur premier sous-nœud virtuel. Voilà. Ça va pour tout le monde? Voilà.
Ça aussi, alors ça rappelle un peu l'examen qu'on a fait. Là, pour, on va dire, visualiser une matrice creuse, par exemple, ou une table de hachage. Euh, donc, alors, pareil, on va se servir de sous-nœuds virtuels. C'est-à-dire que là, on est sous le même type de données que ce que l'on avait précédemment, avec un nœud entier et trois sous-nœuds virtuels dans lesquels on peut attribuer une valeur. Et par contre, ici, pour le coup, on a un grand. Tout ça, en fait, c'est aussi un nœud dans lequel on a attribué en fait plein de sous-nœuds virtuels, voilà, qui s'appelle node 0. Voilà. Là, en l'occurrence, par contre, c'est important de le mettre avec rendir LR pour spécifier que ce soit de manière horizontale. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer avec ce grand sous-nœud, il va apparaître tout horizontal. Et vu que les flèches, par contre, elles seront reliées, tout va apparaître sur la même ligne. Donc ça va poser un gros problème de lisibilité. Donc voilà, donc on prend ce nœud racine, donc node 0, dans lequel on définit les sous-nœuds virtuels, dans lesquels donc, on n'a rien mis, donc forcément il n'y a rien, avec une hauteur de 3, juste ici, donc ça c'est la hauteur de 3 qui est là. Voilà, rien de plus à dire sur ce nœud-là. On spécifie également l'épaisseur, enfin la largeur, pardon, donc à 1,5. Ici. Ensuite, donc comme ce qu'on faisait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a défini, les nœuds et les sous-nœuds virtuels. Donc, par exemple, si je prends le nœud 1 qui est juste en haut avec N14, c'est 719. Bon, voilà, et ben, on définit un sous-nœud qu'on peut appeler, imaginons N. Vous pouvez vous-même fixer votre nom ici. Il n'y a aucune contrainte par rapport au langage. Hein. Là, j'ai mis N, là, j'ai mis P. Bon. On peut, voilà. Et après, on remplit un petit peu ces sous-nœuds virtuels comme on le souhaite. Voilà. Là, par contre, vous voyez, on n'a pas mis d'identifiant au milieu, ce qui fait que on ne pourra jamais relier au milieu, enfin voilà, sur le deuxième sous-nœud virtuel, parce qu'on n'a pas stipulé d'identifiant ici, donc on ne pourra jamais relier. On peut relier que sur le début ou que sur la fin. C'est à vous de voir la manière dont vous souhaitez définir votre graphe. Donc, une fois qu'on a défini tous nos nœuds, on peut passer aux liaisons. Et aux liaisons, en fait, c'est assez. Enfin voilà, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que on part d'ici, donc on a F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6. Bon. On part d'ici. Et après, en fait, alors, on relie. Tout simplement, on relie. Et la petite particularité, c'est que, par exemple, si je prends le nœud A1, donc celui-ci, le node 2, je prends le node 2, je prends le node 2P, ici, vous voyez, paf, on peut le lier au nœud 6, N, donc du coup au début. Donc, il est bien relié au 15. Voilà, et en fait, donc c'est la même chose également pour le 4, enfin pour le nœud 4 qui est relié au nœud 7, juste ici, et 5, du coup S19. Voilà. Alors là, cette fois-ci, on va faire une approche un petit peu naïve en C. Alors déjà, là, tout ce que je viens de vous montrer en termes de syntaxe, vous pouvez la retrouver assez facilement sur Internet. Il y a également, enfin, on ne peut pas tout détailler parce qu'il y a énormément de commandes possibles. Mais voilà, il y a pas mal de documentation sur le Dot langage en tout cas, donc vous pouvez vous amuser un petit peu. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Non, tac. Donc, pour faire. Ah oui, alors je voulais aussi vous montrer ça, par exemple, si vous allez. Je reviendrai sur la manière naïve avec le C tout à l'heure. Là, ça c'est sur le site de Graphviz directement. Vous avez des exemples dans leur galerie pour voir tout ce qui est possible de faire. Donc en l'occurrence, vous voyez, il y a des trucs très moches, hein, quand même aussi, avec des dégradés. Donc on peut faire également des trucs très moches. Voilà. Donc des choses comme ça, on peut faire des structures de données, il y a des choses comme ça ici. Bon, vous pouvez faire des cartes, hein, bien sûr, également. Pas mal, on peut faire des matrices, on peut faire voilà, on peut même également modifier la courbure de l'arrondi si on veut avoir voilà, des trucs avec des bords, des angles aigus, droits, enfin, ce que vous voulez un petit peu. Des choses comme ça, vous voyez, bon, également pour faire des trucs. À faire
Attention, parce que parfois ça devient vraiment illisible aussi quand il y a beaucoup de nœuds qui sont reliés entre eux. Donc là aussi, vous avez un paramètre qui vous permet de gérer l'espacement des nœuds, mais on va le voir à la fin, celui-là, parce qu'il est quand même assez important quand on a des nœuds, quand on a des graphes importants. Il faut faire des graphes de dépendance. Par exemple, vous avez vu le Makefile hier. Il y a une... alors, je ne vous présente pas parce que j'ai pas eu le temps de le mettre en place tout simplement, mais on peut voir, on peut inclure une petite commande dans le Makefile qui permet de générer un graphe de ce type-là, qui vous montre un peu les dépendances de votre projet. Et comme ça, vous avez tous les fichiers .h, les fichiers .o qui sont interreliés pour vous montrer un petit peu par quelle phase passe votre projet avant d'être compilé. Enfin voilà. Vous avez également une grande possibilité d'avoir des couleurs, toutes les couleurs, voyez, il y a toutes les couleurs, un petit peu comme on a en HTML hein, ou en CSS, on peut avoir plein de couleurs comme ça de disponibles avec les codes qu'il y a dessus. Voilà. Voilà. Donc pour revenir à l'approche naïve en C, voilà ce qu'on va faire. Alors, je vais vous pardon, tac. Donc, en l'occurrence, alors là, je vous présente un petit morceau du dernier TP de SDD qu'on a fait. Dans lequel, vous vous rappelez, on devait créer un dictionnaire dans lequel les mots étaient triés par ordre alphabétique et on pouvait afficher ce dictionnaire-là. On pouvait l'afficher, on pouvait imaginer comment l'afficher. Alors, une première manière de l'afficher, ça pourrait être ça, mais alors je vais vous le refaire. Je vais le refaire ici. Quoique non, remarque non, parce que j'avais déjà généré le fichier, donc c'est bon. Donc, on peut le générer ici. J'avais rentré 3 mots. J'avais rentré le mot arbre, le mot salle et le mot salut dans cet arbre-là. Donc, première manière, simplement en faisant un parcours en profondeur de votre arbre, vous pouvez afficher en fait chaque nœud comme ça dans le terminal et avec une variable qu'on peut appeler level, donc, qui indique le niveau dans lequel on se situe au niveau de l'arbre, donc qui augmenterait en fait les indentations avec des pointillés de manière à bien voir. On a le slash ici qui correspond à la racine root, enfin le nœud racine sur lequel tout est relié. Voilà. L'idée, ce serait une fois qu'on a ce résultat-là, comment je fais pour obtenir un fichier DOT, comme on a pu voir précédemment, pour dessiner correctement le graphe de manière beaucoup plus esthétique. Alors, c'est là qu'il faut voir un petit peu comment imaginer. Si on regarde la construction du fichier DOT de sortie, on est sur ça. C'est-à-dire que vous arrivez à voir? Non, pas trop? Ok. Pas trop. Alors, bon, j'arrive. Alors, si vous n'arrivez pas à voir, alors comment je peux zoomer? Voilà, merci. C'est mieux déjà? Ok, super. Donc là, voilà. Donc comment ça se passe ici? On a bien le nœud route. Ah oui, non, faut que je vous montre ça aussi en parallèle, sinon. Voilà. Donc on a bien le nœud route ici. J'ai pas un laser. Donc on a bien le nœud route ici qui correspond en fait au slash. Je vais vous montrer juste comment on a fait le petit changement après. On a la lettre A. Voilà, ça c'est le fichier de sortie qu'on a par rapport à ça. On définit chaque nœud comme étant la valeur du nœud et son niveau sur lequel il est actuellement. Voilà. Donc, alors, il y a peut-être plusieurs répétitions de nœuds, mais ça, c'est parce qu'on ne peut pas forcément mieux faire. Enfin, il y a sûrement peut-être mieux, il y a sûrement d'autres idées de le faire, voilà. Mais ça, en tout cas, c'est là. Donc, même si on répète le nœud plusieurs fois, ça ne va pas changer quelque chose à l'affichage du graphe. Mais voilà. On définit chaque lettre avec le niveau sur lequel il est. Voilà en gros l'idée, le fichier de sortie qu'on aimerait avoir à la fin. Donc pour réussir à faire ce type de fichier, avant par exemple, oula, c'est vraiment gros là du coup. Ok. Ok. Donc on définit, alors je vous passe un petit peu les détails de notre code, hein, parce que bon, c'est pas du tout le sujet. Juste imaginez que on ouvre un fichier qui ici n'existe pas d'ailleurs est créé, qui s'appelle graph.dot. Tout au début de ce fichier, on écrit juste graph et du coup l'accolade ouvrante. L'accolade ouvrante, on part à la ligne, on fait une tabulation directement, ce qui fait que actuellement, par rapport au programme, en fait, on se retrouve là où le curseur clignote, c'est-à-dire qu'on est là. À partir de ce moment-là, on est là. Donc là, on peut commencer à lire l'arbre
et à voir tout ce qui se passe dedans. Donc, une fois qu'on a ça, on lit. Alors, donc ça, c'est pas la bonne partie. Tac, tac, tac. Donc, si le niveau est égal à 0, on voit bien que ici, pour le coup, c'est le seul niveau qui est égal à 0. Donc, on print dans le fichier directement. Voilà. Juste route, comme ça, en fait, ça nous permet d'afficher. Mais je vais peut-être vous montrer le résultat final, comme ça, vous vous rendez mieux compte. Voilà. Donc, théoriquement, on a ça en termes de résultat final. Voilà ce que ça génère directement. Donc on arrive, on a bien le nœud route parce que c'est bon, voilà, c'est plus esthétique. C'est principalement de l'esthétisme hein, quand même, un GraphViz, hein, soyons honnêtes, mais bon. Donc on a voilà, le nœud route qui correspond au slash. Et sinon, voilà, si on n'est pas au niveau 0, on va afficher le caractère qui est enfin, la valeur du nœud et le niveau. Le niveau, pourquoi? Parce que si on n'avait pas le niveau, il faut imaginer. Voilà, par exemple, tout simplement, imaginons on n'avait pas le niveau. C'est-à-dire que ici, le A, j'ai pas le 1, enfin, j'ai pas le 1, et là, j'ai pas le 2. Quand ça va se créer, il va relier A avec A, n'importe quel A. Et en fait, du coup, vous allez avoir plein de nœuds qui vont s'interrelier entre eux. Et du coup, ça va devenir vraiment illisible, et ce n'est vraiment pas le graphe que vous avez. Vous allez voir après, je vais vous montrer à la fin les limites de ce genre de ce genre de graphique. Enfin, de ce genre de technique, en tout cas. Donc voilà, vous le lisez. Et après, ce qui est intéressant, c'était où je l'ai mis? Voilà. Donc, bon, voilà, vous le lisez. Donc, à chaque fois, vous pouvez rajouter, en fait, tant que vous êtes en train de lire, votre arbre, voilà, vous le relisez. Par contre, à partir du moment où vous voulez aller à la ligne, parce que là, c'est bien beau, hein, mais regardez, pardon, je vais vous montrer le fichier. Vous arrivez sur le E final, ici. Là, vous repassez au niveau 1, parce que voilà, vous devez dépiler tout ce qu'il y a dedans. Donc du coup, comment faire cette transition De toute manière, à chaque fois que vous allez devoir dépiler, vous allez juste écrire le nœud, le point-virgule, et un retour à la ligne avec une tabulation. Sauf que, comme vous avez pu le voir, quand on écrit un nœud, vu qu'on imagine qu'il y a un nœud après, on marque en fait 4 bits ici, qui sont un espace, 2 tirés et un autre espace, qui définissent en fait la syntaxe de GraphViz. Bon, et alors là, c'est là l'astuce, c'est qu'il faut modifier la position du curseur de votre fichier. Donc en fait, la fonction fseek permet de modifier la position du curseur sur lequel vous êtes actuellement dans votre fichier. C'est-à-dire que par exemple, là en l'occurrence, on définit le curseur seek end. Je vais vous faire un schéma du coup pour vous montrer. Imaginez que vous avez votre chaîne de caractères juste là. Je vais décrire, voilà. Vous avez votre chaîne de caractères qui est comme ça. Touk, comme ça, touk. Bon, ça, on va séparer, imaginons que c'est votre chaîne de caractères. Je ne manipule pas bien du tout la tablette, mais voilà. Là, vous avez votre curseur ici. Et en fait, donc théoriquement, là vous avez un espace que je vais symboliser comme ça. Là, vous avez votre tiré, votre tiré. Là, vous avez un espace. Et là, vous avez le niveau, on va dire 1. Voilà. Vous, votre objectif, en fait, c'est de revenir comme ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous décalez la position de votre curseur de 4 bits en arrière, de manière à pouvoir enlever l'espace, le tiré, le premier tiré, l'autre espace. Du coup, vous vous retrouvez là. Et à partir du moment, en fait, où vous êtes ici, vous pouvez mettre votre point virgule. Et en fait, après, vous faites slash n, comme ça, vous revenez direct, enfin, slash n d'ailleurs, slash t. Comme ça, vous revenez en fait à la ligne et vous revenez à l'endroit d'indentation qu'il y avait de manière initiale. Donc, c'est-à-dire juste ici. C'est-à-dire, voilà, vous vous retrouvez ici. Vu que vous dépilez à chaque fois, vous êtes obligé de réécrire en fait un nœud parce que vous écrivez tout le temps dans le fichier. Mais vu que vous changez de niveau et que vous baissez de niveau à chaque fois, vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous décalez le curseur à chaque fois de 4 caractères vers la gauche. Et donc du coup, voilà, vous réécrivez des nœuds. Mais ça, c'est pas grave parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas modifier l'affichage graphique de votre graphe, tout simplement. Une fois qu'on a fini, oui, une fois qu'on a fini, une fois qu'on arrive sur le level 1, vous voyez, en fait, on retombe immédiatement du coup sur le premier nœud ici, donc c'est la fin, on sait que c'est la nouvelle branche.
on refait la même chose. On refait exactement la même chose avec salle, pardon. Donc du coup, voilà, on affiche le caractère, le niveau pour chaque lettre. Et ainsi de suite. Sauf que là, du coup, voilà, on n'a que E à enlever. Donc du coup, après, on écrit L, parce qu'on arrive ici L quand on est sur la pile et qu'on dépile. Et puis après, on écrit T. Mais voilà, toujours, en fait, on est relié à L3. Donc en fait, il faut imaginer que ce L-là, c'est le nœud pair de celui-ci et de celui-là. Donc du coup, voilà, on retourne L3. Et après, voilà, dès qu'on dépile, on arrive sur le nœud racine qui est root, du coup, et on a fini. On a fini notre algorithme. Vous voyez, donc du coup, voilà, on fait comme ça, comme ce que je vous disais. Et alors, à la fin, du coup, à la fin, on décale tout, et ça nous permet d'écrire le point-virgule, et en fait, après, l'accolade fermante, qui permet donc de finir le fichier. Une fois qu'on a fait ça, alors, attendez, je me demande si je n'aurais pas dû vous montrer un autre truc, mais non. Non, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va se servir d'une commande système qui est dans STLib, je crois d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on va se servir de la commande système avec le moteur de rendu dot, comme on l'a dit tout à l'heure. On définit le format de sortie. Nous, on le veut en PNG, en l'occurrence. Le format de fichier, le fichier qui est généré. Donc voilà, donc là il y a une conversion un petit peu comme une sorte de compilation si vous préférez, qui passe par un fichier O. Et après, on obtient en sortie le fichier PNG, donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah écoutez, on a terminé ce code-là. En tout cas, ça marche plutôt bien, ça génère ce qu'il faut. Et bien sûr, à la fin, on peut supprimer le fichier dot parce que généralement, ce qui nous intéresse, c'est surtout le fichier image. Cependant, les limites un petit peu de ce genre de système, c'est que déjà, comme vous avez pu le constater, on est obligé de marquer sur chaque nœud le niveau dans lequel on est. Donc déjà, ça facilite pas forcément la lecture. Mais si on est sur des arbres encore plus compliqués, alors je vais faire ça juste devant vous. Hein. Par exemple, tac, je vous demande 3 secondes. Paf. Donc là, j'ai rentré 5 mots, pardon. J'ai rentré bonite, bonne, bonjour, donne et sonne. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de N. Il y a également, enfin voilà, il y a surtout beaucoup de N, il y a des E. Mais vous allez voir ce qui va se passer au niveau des N, là, surtout. On affiche l'arbre. Donc là, il n'y a pas de souci, on affiche bien correctement ici. Par contre, au niveau du graphique, c'est illisible. C'est illisible, c'est pas du tout ce qu'on souhaite obtenir. Nous, on souhaitait obtenir vraiment des branches distinctes. Pourquoi en fait on a ce résultat-là? Tout simplement parce que au niveau des nœuds qu'on lit à chaque fois, on se retrouve sur plusieurs fois, à plusieurs étages, la même lettre. Ce qui fait que quand il va écrire le fichier, forcément, hop, quand il va écrire le fichier, il va relier en fait chaque nœud B1 avec n'importe quel autre nœud B1 du graphe. Donc là, du coup, on se retrouve avec des graphiques totalement ahurissants. On a là 4 liaisons ici, entre O et N, par exemple, parce que c'est vrai qu'on se retrouve ici. Donc là, on est quand même sur voilà, quelque chose qui n'est pas super en termes d'affichage et en termes de lecture. Alors, pour pallier à ça, on peut imaginer que dans la structure qui définit notre nœud, on aurait un identifiant unique qui pourrait être un identifiant généré aléatoirement sur chaque boucle. Sauf que du coup, ça obligerait à chaque fois, au niveau du nœud, d'afficher un complément. Et donc, du coup, ça augmenterait la taille du nœud et on perdrait l'information initiale qui est la vraie valeur du nœud. Donc, la lettre en l'occurrence. Donc, du coup, on ne va pas se servir de ça. Enfin, vous pouvez vous en servir sur des petits graphes, mais quand on arrive sur des graphes, même si celui-là, il est plutôt petit, hein, mais voilà, par rapport au contenu qu'il comporte, ça ne marche pas très bien. Donc, on va se servir de librairies incorporées de GraphViz. Alors, voilà comment ça va fonctionner. Donc, je vous montre. Hop. Pardon. On va en faire un peu plus, du coup, avec des nouvelles fonctions et une nouvelle librairie. Donc, en l'occurrence,
je vais vous montrer, on a un code ici, mais je vais vous expliquer, il est détaillé, et bien sûr, je vous donnerai ce code, comme ça, ça va vous servir de repère. Je vais l'exécuter. Alors, par contre, juste un petit conseil. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a un petit peu de doc qui traîne sur ces librairies-là. Elles datent entre 96 et 2014. Autant vous dire que beaucoup de choses ne sont plus valides parce que Gravis, pour le coup, a continué de se développer. Même les librairies C se sont développées. Donc faites attention quand vous lisez la doc, il y a des choses qui ne marchent pas dans la doc. D'ailleurs, les exemples que la doc vous donne, pardon, allez, je vais y arriver. Les exemples que vous donne la doc en C, le Makefile par exemple de la doc et ou même les fichiers C sources qu'elle vous donne ne fonctionnent pas. Donc n'essayez pas de les faire tourner, ils ne marchent pas. Comme ça, voilà. Donc, alors, tout d'abord, au niveau, je vais d'abord vous montrer le résultat de ce code. Donc, ici, on exécute. Alors, il y a des warnings, vous allez voir que c'est normal à la fin d'avoir des warnings pour le coup. Ici, donc là, je crée, comme vous pouvez voir, un fichier, donc démo. Là, je génère un graphe directement dans le terminal avec la bonne syntaxe de Graphviz, alors que vous avez vu, il y a quand même beaucoup moins de lignes. Je génère un fichier dot qui est peut-être un peu plus conséquent, peut-être un peu moins lisible, mais en tout cas qui permet de générer des bonnes images avec encore mieux que ce qu'on a pu faire précédemment. On a pu insérer des attributs au niveau des arêtes et des nœuds, ainsi que des noms au niveau des arêtes. Donc là, on est toujours sur un graphe orienté. Donc je vais vous montrer un peu le code maintenant, un petit peu comment il fonctionne. Donc, pour réaliser ce code, vous aurez besoin au début de deux librairies de Graphviz qui sont gvc.h et cgraph.h. C'est avec ces deux librairies que vous allez pouvoir avoir la grande partie des fonctions qui vont être utiles. Voilà, donc bon, ici, on s'en fout, on tait juste les variables du main. On crée une variable système parce qu'on est quand même obligé après de faire l'appel système pour générer l'image. Voilà. Après, sinon, on va définir un nouveau type de données, agraph T, anode T et aggraph T, agnode T et agedge T également, qui sont respectivement le type de graphe. Donc, on va créer un graphe qui s'appelle mon graphe. Dans ce graphe-là, on va créer des nouveaux nœuds qui sont des structures, ces nœuds. Donc là, en l'occurrence, 4 nœuds. Et après, on va créer 5 arêtes. On crée 5 arêtes de cette manière-là, comme en SDL, où on peut créer des surfaces, des textures. Ensuite, on va, comme ce qu'on a fait dans l'approche naïve, on va créer un fichier qu'on va appeler demo.dot, par exemple. Donc voilà, on l'ouvre de manière à ce qu'on puisse l'écrire. On va créer aussi un contexte de graphe, donc avec gvct, qui va permettre de définir l'environnement dans lequel va grandir ce graphe et voir un petit peu aussi à quoi il sert. Après, voilà, on remplit avec gvcontext, qui est la fonction qui permet de récupérer le contexte actuel du graphe, donc dans le programme dans lequel il est. Ensuite, notre graphe, donc on avait défini précédemment ici, donc dans aggraph T, on va lui définir différents attributs. Donc là, en l'occurrence, on va ouvrir, via AgOpen, on va ouvrir théoriquement un graphe qui va s'appeler du coup mon graphe. En fait, c'est ce que vous avez ici d'ailleurs. Hein. Hop, mon graphe. Alors oui, bon, ça n'affiche pas forcément bien, mais voilà, c'est mon graphe que vous avez dans le terminal juste ici. Vous avez 4 possibilités d'avoir vous avez 4 possibilités sur le deuxième argument. Soit vous faites des graphes non orientés, soit vous faites des graphes orientés, s'ils sont stricts ou non. Bon, voilà, ça vous laisse le champ des possibles. Et alors, AG Disk T, je vous avoue, je n'ai pas encore trouvé à quoi ça sert, parce que bon, sur la doc, cet argument n'existe pas. Donc je vous avoue que je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais en tout cas, quand on le laisse à 0, ça marche. Donc je pense que... Bon là, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc si jamais vous avez des idées ou si vous trouvez, je veux bien que vous me disiez à quoi correspond cette variable. Donc c'est censé être un disque, mais bon, c'est pas vraiment défini ce que c'est qu'un disque. Mais bon, c'est pas grave. On crée ensuite des nœuds, parce qu'au début, certes, on avait défini des nœuds, maintenant on va les créer. On va créer les nœuds, donc nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4,
avec AgNode, la fonction AgNode, pour définir leur appartenance au graphe mongraphe. Ensuite, on leur attribue la valeur 4. C'est une fonction qui permet non seulement de créer, mais également de vérifier si un nœud existe ou non dans un graphe que vous avez déjà précédemment créé. Imaginez que vous avez un graphe précédemment créé avec plein de nœuds, vous le passez en paramètre de AgNode. Ici, vous avez la valeur que vous recherchez dans votre graphe. Et là, en fait, vous le laissez à 0. Parce que le fait que ça veut dire que ça soit 1, donc on est sur cet argument qui s'appelle createFlag. Si vous mettez à 1 et que forcément, vu que le graphe est vide, ça veut dire qu'il ne trouve pas la valeur 4. Et en fait, il va renvoyer un nœud. Sinon, sinon il renvoie un booléen. Donc 0 ou 1. Ensuite, on crée les arêtes. On crée les arêtes un petit peu de la même manière, que ce qu'on a fait pour les nœuds. Donc, on définit les arêtes 1, 2, 3, 4, 5, avec comme nom de fonction AgEdge pour créer. On définit le contexte dans lequel on veut créer cette arête, donc le nom du graphe sur lequel on travaille, donc en l'occurrence mon graphe. Et là, vous avez deux arguments qui définissent quel nœud va être relié avec quel nœud. En l'occurrence, le nœud 1 est relié avec le nœud 2, le nœud 1 relié avec le nœud 4, le nœud 2 avec le nœud 4. Enfin, voilà, vous avez compris. Voilà, alors là, il y a un problème au niveau des commentaires. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Okay. Oui, alors là, le nom de l'arête, vous pouvez le laisser à nul. C'est juste en fait un nom qui va pouvoir se retrouver ici, mais ça ne correspond pas au label qu'on a vu précédemment, qui est le nom qui s'affiche, que porte vraiment cette arête. Donc ça n'a rien à voir. Là, c'est juste un identifiant interne, du coup, aux librairies qui permettent de définir. Et un peu comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec la fonction qui permet de créer justement les nœuds, là, on a toujours ce même booléen qui nous permet de définir si oui ou non, en fait, cette arête était présente ou non du coup, dans le graphe, en l'occurrence. Si c'est à 1, ça veut dire que si c'est à 1, ça veut dire forcément, si ce booléen est à 1, donc comme ce qu'on avait au-dessus, et que la fonction ne trouve pas l'arête, il va créer l'arête, il va retourner l'arête dans arête 5, sinon il va renvoyer un booléen. 0 ou 1, ça veut dire est-ce qu'il l'a trouvé ou non. Bon. Ensuite, on va pouvoir définir cette fois-ci des attributs au niveau des arêtes avec la fonction AgSafeSet, que vous pouvez voir juste ici. Et ça, c'est une fonction qui est assez pratique parce qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h comment définir des options sur un nœud, sur le graphe ou sur l'arête. Il n'y a qu'une seule fonction, c'est celle-ci. Donc, elle prend quatre paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la fin, le nom de l'objet sur lequel vous souhaitez mettre des attributs. Donc, ça peut être le graphe en lui-même, ça peut être un nœud ou ça peut être une arête. Et ensuite, des attributs, mais pareil, là, je vous remettrai les feuilles de doc parce que pour le coup, là, celles-là, elles sont apparemment claires. Avec les différents attributs qui sont possibles et qui correspondent en fait un petit peu à ce qu'on avait vu précédemment dans le Dot langage. C'est-à-dire que si vous avez des exemples, ou même si vous avez un petit peu en tête tous les attributs qu'offre le Dot langage, vous pouvez les remettre ici et vous allez pouvoir régénérer des graphes de ce style. Donc là, en l'occurrence, on peut modifier la couleur, le style. Est-ce qu'il est rempli ou non, la couleur s'il est rempli, c'est pour ça qu'on a le nœud 4. Au niveau de l'arête 4, on va dire qu'elle s'appelle 3.1 parce qu'elle relie le nœud 3 et le nœud 1, hein, comme ce qu'on avait pu dire. Voilà, arête 4, elle relie le nœud 3 et le nœud 1 juste ici. Voilà, entre l'arête 5, pour l'arête 5, on définit un style de pointillé. Et donc, du coup, pour le graphe général, c'est pour ça qu'on a le nom mon graphe, on définit un attribut qui s'appelle nodeSep avec 1.5 du coup en valeur. En fait, il faut imaginer qu'il y a un égal entre ce qui est généré. Hein, vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir ici, nodeSep 1.5 qui définit l'espacement des nœuds dans le graphe. Donc, quand vous avez des grands graphes, par exemple, c'est bien avec pas mal de valeurs, c'est bien de les aérer comme ça, vous pouvez les lire facilement. Ensuite, on arrive sur une fonction qui permet d'écrire, donc AgWrite, juste ici, qui permet d'écrire sur la sortie standard, donc dans le terminal directement, le graphe qui est généré, sans, on va dire, un formatage hyper précis de l'image qu'on veut en sortie. Donc, bien entendu,
Ça, vous pouvez après récupérer tout simplement dans un fichier. Hein. Au lieu de mettre stdout, vous pouvez mettre le fichier, vous pouvez mettre file. Vous pouvez mettre votre fichier ici et ça va écrire directement dans votre fichier. Après, sinon, pour le coup, il y a la fonction gvlayout qui, là, va écrire directement dans le fichier. Enfin, pardon, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. gvlayout, ça permet juste de dessiner le graphe de manière correcte avec tous les paramètres d'attributs de valeur au niveau de la position dans l'image. Donc, ça prend en entrée le contexte, le nom du graphe et le moteur qui est utilisé. Donc, comme je vous avais dit au début de la présentation, soit vous avez dot, soit vous avez Neato, enfin voilà, il y en a plein d'autres, mais je vous conseille quand même de laisser ce paramètre à dot pour le coup. Ensuite, on est sur gvrender qui là permet d'écrire le fichier dot et donc du coup de le générer, qui prend en entrée le contexte du graphe, le moteur de rendu et le fichier. Voilà. Ensuite, là, du coup, après, on retrouve un petit peu comme tout à l'heure la possibilité, enfin voilà, donc la commande système qui permet de transformer le fichier dot en graphe, donc en l'occurrence comme ça. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après, à la fin, du coup, on libère en mémoire tous les emplacements qui ont été pris. Et puis après, on ferme le fichier et on a terminé. Donc, du coup, au niveau du fichier dot qui est généré, voilà à quoi il ressemble. Alors, ça peut faire un petit peu peur, mais voilà, vous n'êtes pas forcément obligé de le modifier. Hein. Vous pouvez directement garder celui-ci-là, comme je dis, en mettant le nom du fichier au lieu de stdout. Mais on a donc toutes les positions ici, en fait, qui définissent l'emplacement sur la page. Enfin, l'emplacement sur l'image, en tout cas des. Pardon, il l'a fermé. Qui définit voilà, l'emplacement sur l'image de ce graphe. En tout cas, voilà, simplement déjà, rien qu'avec ça et ça, vous le voyez, on arrive bien à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on relie bien le 1 avec le 2, le 1 avec le 4 également, et voilà, on met également les différents attributs comme ceci. Voilà. En conclusion, voilà, donc nous avons pu voir que Gravis était quand même un ensemble d'outils qui était assez puissant pour définir des graphes, les éditer, les modifier également et les visualiser. Donc du coup, vous pouvez vous en servir de deux manières, directement dans le terminal avec des commandes dot, c'est-à-dire que vous partez d'un fichier en dot langage, vous le compilez dans le terminal, soit au niveau du C, en deux manières possibles, soit avec les librairies de Gravis, soit directement avec une approche un peu naïve qui permet d'écrire le fichier manuellement quand on est sur des structures un petit peu compliquées. Je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.